Bonjour tout le monde, notamment ceux qui arrivent. Alors, est-ce qu'on a les images? Yes. Parfait. Donc bienvenue sur ce talk qui va s'appeler Le roi est mort, vive le roi. Le concept de base, c'est de dire, voilà, concrètement, on est exposé de plus en plus à plein de méthodologies, et ces différentes méthodologies, on nous les propose, on nous les impose. Quelques années plus tard, tout le monde dit « je déteste ça », et puis on dit « non, on impose de changer ». Et on va pouvoir regarder la suite. Rapidement, donc je suis Arthur Ivrard, je suis développeur chez The Edge. The Edge, on est une filiale du groupe Accor, deux petites boîtes qui ont été rachetées par Accor. On fait à peu près tout ce que peut faire, enfin tout ce dont on peut avoir besoin un hôtelier. Donc ça peut être la connexion booking.com, etc. La proposition de prix, on a quelques choses qu'on ne fait pas, mais dans l'ensemble, on fait à peu près tout pour les hôteliers. J'adore les blagues pourries, si jamais vous en relevez, n'hésitez pas à venir me voir à la fin du talk, ça me fait toujours plaisir de savoir que les gens les ont vus. J'aime beaucoup Scrum, voilà, petit disclaimer. Et je déteste ScrumBut. ScrumBut, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Scrum, mais en fait, on n'a pas vraiment de PO, Scrum, mais en fait, voilà. On va pouvoir en reparler pendant le talk. Commençons par le commencement. Quand on a une nouvelle méthodologie, en général, ça se passe d'une manière quasiment systématiquement pareille. C'est-à-dire que on veut créer quelque chose de plus sympa, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Et en général, ça commence comme ça, avec une histoire un peu mélodramatique, du genre dans une contrée fort lointaine, un cottage, etc. Il y a des gens qui se rassemblent, et ces gens vont se rassembler, vont raconter une histoire, et vont essayer de se mettre d'accord les uns avec les autres. Comme ça, il y a plein de méthodologies qui naissent. J'en ai retenu quelques-unes, notamment l'UX, parce que si vous avez lu l'abstract, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça un message d'un des fondateurs de l'UX qui disait « l'UX est mort ». Yes. Les méthodes agiles, où pareil, de plus en plus on entend oui, en fait, l'agile c'est mort, je supporte plus ça. On va avoir le TDD, où pareil, le TDD maintenant c'est une plaie, on ne veut plus en faire. Le BDD, même concept. On pourrait parler de craftsmanship. Et en fait, à chaque fois, on a un constat qui est toujours le même, qui est, en fait, j'avais un problème. Les méthodologies qu'on propose aujourd'hui, les méthodologies qui sont connues, en fait, c'est toujours le même concept. J'avais un problème. Et ce problème, on essaie de le résoudre. Alors là, on a des exemples. Le monsieur tout en haut, c'est le monsieur qui a créé le terme user experience. La deuxième citation, c'est le manifeste agile. La troisième, c'est Ken Beck qui a créé le TDD. Et Dan North qui a créé le BDD. L'objectif global de tout ça, c'est de créer un nouvel espoir. On va donc se retrouver avec des gens qui se rassemblent et qui disent « Ok, moi, j'ai trouvé un truc dans mon coin, peut-être qu'il y a d'autres gens qui ont le même genre de truc. » Et à la base, c'est ce qui s'est passé quand on regarde l'histoire du manifeste agile. Ça, c'est l'histoire qui est disponible sur le site. Des gens qui étaient, qui en avaient marre un peu de ce qu'on leur imposait. Ils ont dit « Ok, comment est-ce qu'on fait pour faire les choses un peu mieux ?» Et puis suite à ça, on va se retrouver avec une méthodologie qui, de 1 à 2, 3 personnes, parce qu'à la base c'est dans une petite équipe, va se retrouver connue, appréciée de plus en plus de monde. Donc on se retrouve par exemple avec Scrum, le deuxième qui va être l'UX, et le troisième dont je me sers surtout pour montrer que les stats de Google, c'est sympa au début, le craftsmanship. Et suite à ça, une fois qu'on a des gens qui se rassemblent, on va arriver dans un nouveau système où on va avoir des gens qui
au-delà de juste dire « Ah, ce serait bien qu'on fasse un peu mieux », ils vont se rassembler, ils vont essayer de théoriser ce qu'ils font. Je vais prendre le case study de Scrum, d'où le disclaimer au début. Donc Scrum, c'est quelque chose qui, historiquement, a été, en tout cas, pas forcément créé avec son nom actuel, mais en tout cas qui a été imaginé en 86, mentionné en 95 dans un premier papier. On a le premier livre qui explique ce que c'est Scrum en 2002, le Scrum Guide sorti en 2010. Et sur les dates de sondage, on a, c'est très approximatif parce que globalement c'est difficile d'aller chercher l'histoire à cette époque-là, surtout que c'est forcément des sondages qui intéressaient des gens dans des communautés un peu restreintes. Mais globalement, en 2010, c'était un petit peu connu. 2014, on commence à avoir une grosse explosion de l'utilisation de Scrum. Aujourd'hui, je déconne pas, j'ai regardé ça, c'était la semaine dernière, 135 millions de pages qui parlent de Scrum. Sympa, hein? Du coup, on pourrait faire la conclusion que tout le monde maintenant fonctionne en agilité, tout le monde fonctionne bien, c'est bien, il y a peut-être 2 ou 3 irréductibles gaulois, on pense à la banque, on pense à l'aérospatiale, on pense au domaine militaire, mais globalement, l'univers est sauvé. Je vous remercie d'avoir assisté à mon talk. Sauf qu'à un moment donné, quand on parle de mettre en place des bonnes pratiques, alors ça peut être le craftsmanship, ça peut être le TDD, ça peut être l'agilité, peu importe. À un moment donné, on va proposer ça et on va avoir quelqu'un en face qui va nous dire « Ouais, alors ça c'est sympa, c'est la théorie, c'est comme ça que c'est conçu, mais en vrai ». Et ça, en général, on entend de son N+1. Et en vrai, on a ce genre de questions qui arrivent. Alors, je suis toujours dans le case study de Scrum. Comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une roadmap à 2 ans? Alors, de quoi? Bonne question. La question, c'était est-ce que c'est agile? Donc, on va voir ce genre de questions qui vont nous arriver. Comment est-ce qu'on fait pour mettre nos roadmaps à 2 ans? Parce que la manière dont on fonctionne jusqu'à présent, c'est on fait de la gestion de projet. La gestion de projet, si possible à long terme, pour essayer de prévoir les coûts, etc. Dans la même veine, on va avoir le N+2, ou N+3, ou N+4. Ben ouais, c'est bien gentil, mais jusqu'à là, j'avais des diagrammes de Gantt qui me permettaient de piloter à peu près mon service de 250 personnes. Là, je vais faire comment? Je vais faire comment si je ne sais pas s'ils travaillent vraiment, si je ne sais pas quand est-ce que c'est fini, si les objectifs changent toutes les 2 semaines, comment est-ce qu'on fait? Même principe, toujours le N+4. Mais de toute façon, on sait bien que les devs, c'est tous des gens qui vivent chacun dans leur caverne. Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils se parlent entre eux? Comment est-ce qu'on fait pour faire que finalement ces gens ils puissent exister ensemble? On a aussi la réponse plus brutale. De toute façon, je m'en fous, c'est moi qui décide. Et ça, en fait, ça revient à un problème global qui est le problème de mentalité. C'est pour ça qu'on va du coup se heurter à ce premier problème, qui est la question de la mentalité. Alors, je pense que vous connaissez à peu près tous ce concept, peut-être pas montré sur ce diagramme-là, c'est la notion des 7 étapes du changement. Le concept, c'est de dire, ok, quand on nous propose quelque chose, qu'on nous l'impose, on va avoir assez systématiquement une première phase qui va être du rejet, et ensuite on va avoir tout ce qui va être les étapes de transformation. Je trouvais ce diagramme intéressant, notamment en termes de à quel point est-ce qu'on va pousser pour que la chose arrive. Et en fait, on se rend compte que dans la majorité des étapes de transformation, les gens vont pousser pour que ça n'arrive pas. C'est très sympa, très rigolo, sauf que quand à cet endroit-là, il y a quelqu'un qui peut dire non, du genre moins N+2, ça va être sympa. On va bien s'amuser. Et c'est là qu'on se retrouve face à un deuxième problème, qui va être de changer les mentalités des gens. Ça, vous savez tout ce que c'est. C'est un organigramme.
En fait, typiquement, on va se retrouver justement dans ces problèmes-là, les problèmes de ok, il y a quelqu'un qui décide au-dessus de moi. Si on reprend l'exemple de l'agilité de manière générale, et Scrum, qui est du coup une des méthodes qui a été proposée dans ce mouvement, en fait, on se rend compte que le concept de base, c'est de dire ouais, mais en fait, c'est les gens qui font qui doivent décider. Et les gens qui font qui doivent décider, si on a 2-3 personnes au-dessus qui doivent valider ce qu'on fait, ça va pas marcher. En bonus, en plus en France, on a une distance hiérarchique qui est assez importante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous propose d'aller regarder cette notion de distance hiérarchique, c'est vachement intéressant. Alors il y a des failles dans cette étude, c'est quelque chose qui est un peu vieux, ça a été fait sur une entreprise, mais c'est assez intéressant pour comprendre les différences culturelles qu'on peut avoir par exemple avec les États-Unis au hasard où une bonne partie de ces pratiques ont été proposées. Et c'est là, du coup, quand on est heurté à cette réalité en entreprise, qu'on va retrouver ce que j'appelle la menace fantôme. La menace fantôme, c'est quoi? C'est que, quand on regarde, on a 3 solutions qui arrivent pour les décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus, à qui on leur propose quelque chose de nouveau. Ça peut être très large, mais globalement, si j'essaye de généraliser ce qu'il y a au niveau de l'UX, au niveau du TDD, au niveau de l'agilité de manière générale, c'est d'essayer de faire que les gens qui font fassent les choses pour de vrai, mais surtout qu'elles aient la possibilité de choisir ce qu'ils font. Du coup, on va avoir 3 possibilités. Donc, soit on accepte le changement, ça veut dire forcément un peu révolutionner ce qui se passe dans notre entreprise, ça veut dire que l'organigramme, ça va être compliqué. Ça peut être essayer de faire matcher les deux ensemble. On peut dire, ok, vaguement... on va partir du principe qu'on va essayer de faire un mix entre les deux, trouver des compromis. Le troisième, c'est le rejet pur et dur. Sauf que, dans le cas où on accepte le changement, voilà, on perd le contrôle. Et quand on perd le contrôle, c'est forcément compliqué, notamment quand l'objectif d'une entreprise, c'est de vérifier que tout va bien, que notamment on cherche à donner des indices de stabilité pour dire ok, notre entreprise elle est bien, d'autant plus si on a des actionnaires. Si on essaie de faire matcher les deux ensemble, on va avoir un autre problème. C'est la réalité de ce que vivent beaucoup de devs aujourd'hui, c'est-à-dire une roadmap à 2 ans, un lead dev, et puis on dit qu'on fait du Scrum. Dans les choses un peu similaires, on peut avoir, de toute façon, les tickets, on les découvre le jour du sprint planning, c'est sympa. Et sinon, le refus du changement, ça marchait à peu près dans les années 2009-2010. C'est quelque chose qui marchait parce qu'il y avait eu un crash juste avant et il y avait un peu de facilité, on va dire, à recruter. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et dire oui, on fait de l'agilité, c'est le meilleur moyen de recruter un dev. Ok, du coup, on va essayer de trouver une solution qui est valable, qui essaye de mettre les choses en place. En général, la manière dont on le fait, c'est qu'on met en place un processus qui est répétable, qui est vérifiable. Donc on commence par standardiser les processus. On fait que tout le monde fait exactement la même méthodologie. Parce qu'un processus, ça nous permet de stabiliser les choses. Et on est à peu près serein sur le fait que ça va fonctionner comme il faut. Derrière, on va aussi embaucher des coachs, en général, très bien payés, des gens qui, visiblement, vu leur fiche de paye, ils savent exactement ce qu'ils font. On va aussi utiliser des méthodes, comme je vous disais, notamment pour réussir à faire parler les gens. Donc, par exemple, des méthodes d'agilité à l'échelle. Vous connaissez le processus maintenant, hein? Qu'est-ce qui se passe réellement? En fait, quand on standardise le processus, on reprend le contrôle. Et, vous savez, toujours dans le cas d'usage de l'agilité et de Scrum en particulier, quand on reprend le contrôle sur les équipes et qu'on leur dit « maintenant vous faites ça », en fait, déjà on a cassé un des principes. Forcément, si on part sur ces bases-là, en général, ça ne va pas marcher derrière. Si on engage des experts certifiés, je vous propose mon étude scientifique de type 100% anecdotique. C'est-à-dire, vous savez, il y a
Il y a des degrés de qualité d'une étude scientifique. Anecdotique, sur 10, on est à -12. C'est mon expérience personnelle, mais de ce que j'ai vu, il y avait à peu près 50% des coachs agiles qui n'avaient jamais fonctionné en agilité. Ils avaient appris la méthode, ils avaient fait les certifications, et ça s'arrêtait là. Je vous laisse juge de si on peut avoir quelque chose d'intéressant comme ça. Et si on utilise des méthodes à l'échelle, là on parle de SAFe par exemple. SAFe, c'est un principe assez simple. On verrouille 3 mois jour pour jour lors d'une cérémonie qu'on appelle le PA planning, et puis on se retrouve plus tard à dire « Hey, pourquoi est-ce qu'on n'est pas agile ?» Sauf qu'en fait, ce mécanisme-là dont je vous ai parlé sur Scrum, ça marche à peu près à chaque fois. Globalement, ça marche sur Scrum, ça marche sur TDD, ça marche sur BDD, ça marche sur le craftsmanship. Et en fait, on se retrouve avec plein de choses, de réactions qui disent finalement, ça c'est mort. L'UX, c'est mort. C'est même un de ses fondateurs qui l'a dit. Scrum, ça marche pas. Alors ça, par contre, si vous n'arrivez pas à trouver un article qui dit que Scrum, c'est mort, il va falloir qu'on revoie comment ça fonctionne, Google. Le TDD, c'est mort, de la même manière. Il faut qu'on fasse autre chose. Oui, on peut faire du test, mais TDD, ça ne marche pas. XP, c'est mort. Et le craftsmanship, c'est mort. Dédicace au monsieur au premier rang. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en général, face à l'adoption d'une nouvelle méthodologie, on va avoir 3 types de profils en général. Le bon, la brute et le truand. Le bon, c'est le gars qui essaye. Enfin, en tout cas, au début, il veut pas trop. Parce qu'on sait, il y a la notion de phase du deuil, on a fait un changement, etc. Donc, il essaye de refuser d'abord. Il n'y arrive pas parce qu'on lui impose. Ensuite, il essaye de comprendre, vaguement, donc comment est-ce qu'il fait. Il demande à ses collègues, il demande à quelqu'un qui l'a déjà fait, etc. Et il dit, ok, j'ai appris, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfois ça marche pas, mais du coup, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on a des gens qui répètent texto ce qu'on leur a dit, parfois texto en mode téléphone arabe, et puis on se retrouve avec des choses qui sont complètement déformées. La brute, je l'ai été, j'en suis pas fier. Qu'une méthodologie soit tellement bien qu'il faille l'appliquer partout. C'est intéressant aussi, mais en général, ça frustre les gens super vite. On a aussi le truand, le gars qui fait semblant d'être sympa. Ça, vous le connaissez, j'imagine que vous l'avez tous vu au quotidien. Pour les étudiants, vous inquiétez pas, ça arrive. Et en fait, je me suis posé la question. Je me suis réellement posé la question, ok, entre ces 3 types de profils, c'est lequel qui est le plus dangereux? La réalité, c'est que mon expérience me fait dire qu'il n'y en a aucun qui est plus dangereux qu'un autre. Et que dès qu'on arrive sur une généralisation des propositions, on va se retrouver avec des gens qui sont super dangereux pour la méthodologie. Parce qu'en fait, c'est juste pas ceux qui l'ont créé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Notamment, quand nous, on est simple dev, qu'on n'a pas un pouvoir de décision dans l'organisation, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, c'est de se renseigner. Il y a combien de personnes dans la salle qui font du Scrum aujourd'hui? Ou une variante de Scrum? Ouais, on en a quand même. Il y a combien de personnes qui ont lu le Scrum Guide suffisamment récemment pour s'en rappeler? Ouais. On est à moins de 10%. Un exemple à la con, mais est-ce que c'est possible d'ajouter des items dans un sprint? Ben en fait, dans le Scrum Guide, c'est écrit qu'on ne peut pas ajouter de choses si ça met en danger le sprint goal. Il n'y a jamais écrit texto qu'il ne faut pas les ajouter. C'est un exemple à la con, mais par exemple en TDD, est-ce qu'on teste toutes les classes? En TDD, à la base, quand Ken Beck a écrit le livre, il disait
il faut tester toutes les unités. Les unités en 1995, ça n'a pas le même sens qu'en 2020. Les unités, c'était les API. Les API, les librairies. Je vous renvoie à un talk de Ian Cooper, justement, qui s'appelle TDD, Where Did It All Go Wrong? En français, TDD, où est-ce que ça a planté? Deuxième chose, être flexible. Être flexible, alors attention, ça ne veut pas dire on accepte de se faire marcher dessus. Être flexible, ça veut dire, ok, on me propose un truc, est-ce que ça marche vraiment? Et surtout, est-ce que ça s'adapte à mon équipe? Si ça s'adapte, oui. Si ça s'adapte, bon, on va peut-être en reparler, on va peut-être modifier des choses, etc. Mais en tout cas, on le fera volontairement. On le fera volontairement en ayant eu l'information. D'où l'intérêt du premier point, se renseigner. Et être flexible, c'est aussi une injonction pour ceux qui ont des positions de responsabilité, être flexible dans la manière dont on gère son entreprise. On va aussi avoir mon expression favorite, comprendre le pourquoi du comment. Comprendre le pourquoi du comment, c'est avant tout comprendre quel est l'objectif à la base de cette méthodologie. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit qu'il y avait une raison à chaque fois de pourquoi est-ce que ça a été créé. C'est parce qu'il y a un problème. Et du coup, essayer de comprendre le problème à la source. Dire, ok, est-ce que ce problème s'applique à ce que moi je fais? Est-ce que ce problème, je peux le résoudre avec cette méthodologie qui m'est proposée? Une chose aussi intéressante, c'est si aujourd'hui je vous dis à tous, faites un jeûne intermittent, c'est vachement bien. Très bien, sans explication, sans contexte, il n'y a personne qui le fait. En 2010, quand on vous disait faites du Scrum, c'est bien, ben en fait, il y a plein d'entreprises qui l'ont fait sans aucune notion d'esprit critique. Et le dernier point, non, avoir l'esprit critique du coup, dont je viens de parler à l'instant. Il ne faut aussi pas oublier qu'on a beaucoup la notion de mode dans l'informatique. Typiquement les frameworks front-end JS, où il y a des modes qui viennent régulièrement. Qui utilise encore aujourd'hui AngularJS? Bon, à une époque, c'était la nouvelle mode. De la même manière, qui utilise encore Skyblog? Sauf que Skyblog, à une époque, il y avait, au moment où c'était encore hype, il y avait des gens qui disaient peut-être pas. AngularJS, il y avait moins de noms. Et du coup, le dernier point, réutiliser, réduire, recycler. Alors, oui, c'est quelque chose qu'on entend dans d'autres contextes. On peut parler de minimalisme. Et je pense que c'est pas un hasard. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui s'érigent contre la fast fashion. La fast fashion, c'est le fait d'acheter un t-shirt toutes les 2 semaines parce qu'il a un nouveau logo. Sauf que, à peu près les mêmes personnes, en tout cas dans le cadre des développeurs, ça les gêne pas forcément de se dire hey, il y a un nouveau framework, il a l'air cool, il a un nouveau logo. Et de se poser la question sérieusement de est-ce que ce nouveau framework m'intéresse? Est-ce que cette nouvelle méthodologie m'intéresse? Globalement, là je vais vous parler un peu d'expérience personnelle, de minimalisme. C'est quelque chose qui me caractérise un peu. Enfin, si vous vous rappelez la photo du début du talk, où j'avais le pull orange et puis les cheveux longs et la barbe pas rasée, c'est une photo qui a été prise il y a 1 an et demi. Je me suis pas lavé depuis, je me suis pas rasé. Non, c'est que globalement, je dois avoir 2 pulls. Et effectivement, cette question de se poser la question sérieusement de est-ce que j'en ai besoin? En fait, c'est une question qui est critique. Aujourd'hui, on sait qu'on a un phénomène d'épuisement de ressources. Au niveau de l'environnement, c'est quelque chose qui est assez connu. On sait qu'on a un épuisement des ressources. On ne pourra pas produire plus de plastique qu'on a de pétrole. On sait qu'on ne pourra pas utiliser plus de CO2 sans qu'il y ait une modification du climat. Sauf que, aujourd'hui, dans la tech, on a aussi une question de ressources. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qui ont besoin d'informaticiens, on a énormément de gens qui ont besoin de systèmes, qui ont besoin de produits.
Ces gens qui ont besoin de produits, je les invente pas, hein. Enfin, c'est pas un hasard, le nombre de développeurs double tous les 5 ans. Et jusqu'à présent, il y a 0 chômage au niveau des devs. Ça veut dire qu'on est nous-mêmes une ressource limitée, tous les devs. Cette ressource limitée, autant l'exploiter au mieux. Et pour l'exploiter au mieux, ça ne sert à rien d'essayer de vouloir changer tout le temps, de jeter, d'effacer, etc. C'est pour ça que c'est super intéressant en fait, de se poser la question, est-ce que j'en ai besoin ? Vous savez, au début, je vous ai parlé de qu'est-ce qui s'est passé quand le manifeste agile a été créé. C'était ma toute première slide, dans un chalet fort lointain. Il y a 17 personnes qui se sont regroupées. Ces 17 personnes, on pourrait se dire, ouais, aujourd'hui, c'est des superstars, c'est des gens trop bien, etc. À l'époque, c'était qui ? À l'époque où ils se sont rencontrés, il y en avait quelques-uns qui étaient fondateurs de start-up. Il y en avait quelques-uns qui étaient VP ou tech lead, etc. Il y en a d'autres, c'était juste des devs. Il y en a un, il était représentant d'un groupe de devs qui voulait aller dans un sens. C'était pas des rockstars, c'était pas des gens super forts qui faisaient tous les talks du monde, etc. Il y en avait. Mais c'était des développeurs, comme vous et moi. Juste des développeurs qui se sont dit « Ah ouais, mais là, ce qu'on fait, ça n'a aucun sens. » Et qui se sont dit « Comment est-ce que je fais pour améliorer les choses ?» Ce que je veux vous dire là-dedans, c'est que c'est pas le rôle de monsieur machin, c'est pas le rôle de monsieur bidule, d'aller nous dire comment est-ce qu'on doit faire les choses. Chacun s'était posé la question, c'était juste des devs lambda, peut-être qu'il y avait un peu plus d'expérience, mais c'était des devs, juste des devs. Il n'y a pas de solution unique en agilité. Nous, en tant que communauté, devrions éradiquer le complexe industriel agile. Alors, c'est des traductions que je fais moi-même, donc ne m'en veuillez pas si je les change à chaque fois. La chose la plus importante, c'est que c'est ceux qui font les choses qui doivent décider comment est-ce qu'ils le font. Et le taylorisme, quand il a été vendu comme panacée de la manière de faire de la production, en tout cas avec des petites mains, vous savez, sur les chaînes de production, quand il a été vendu comme la panacée pour pouvoir faire que les gens travaillent bien quand on fait de l'informatique, c'était déjà en train de mourir sur les chaînes de production. C'est à peu près à la même époque que Toyota commençait à sortir plus fort la notion de lean, etc. Le fait que c'était important que ce soit les personnes qui fassent les choses, qui décident, qui remontent les problèmes, qui adaptent les choses. Ces 4 phrases, enfin ces 4 traductions, c'est Martin Fowler qui les a dit. Alors je sais, le culte de la personnalité, tout ça, mais ce monsieur est un des 17 signataires originaux du manifeste Agile, et c'est un talk qu'il a fait à l'Agile Australie en 2018, qui globalement disait et dans quel état on en est, quasiment 20 ans plus tard. Le message était que finalement on n'était plus tout à fait sur ce qu'ils avaient imaginé à la base. Ce qu'il faut retenir du coup de ce que je viens de vous dire là pendant toutes ces minutes, c'est premièrement qu'il faut se renseigner. C'est ultra critique de se renseigner et c'est ultra critique d'être capable de connaître les choses dont on nous parle, les choses qu'on applique. C'est pas un hasard si aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui disent que l'UX c'est mort, parce qu'en fait, dans l'UX, il y a de plus en plus de gens qui pensent qu'une maquette pixel perfect c'est le rôle d'un UX. Changer la culture de son équipe, la culture de son entreprise. Ça va pas être facile, ça va pas être rapide, mais c'est le premier travail à faire si on veut changer les choses. La notion même de changement, c'est quelque chose qui ne peut arriver que quand on a un mindset qui est capable d'accepter ce changement. Comprendre avant tout pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses, c'est quel était le problème initial, quel est le problème qu'on souhaite régler. Est-ce qu'on peut le régler ?
Est-ce qu'on ne peut pas le régler? Toujours garder un œil sur ce qu'on nous propose. Ok, c'est cool, le TDD, il y a mon collègue qui dit c'est trop cool, on fait du TDD. Est-ce que dans mon cas, ça peut s'appliquer? Ou en tout cas, est-ce que ça peut s'appliquer tel quel? C'est possible aussi qu'on fasse des variantes, mais il faut qu'on fasse des choix. Et pas qu'on dise v'là une vis, je te donne un marteau et bon courage. Et la dernière chose, être minimaliste. Le problème aujourd'hui, c'est que on fait beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. On les fait pourquoi? On les fait parce que des anciens, des plus connus, tout ce qu'on veut, les ont fait avant nous. Et en fait, c'est juste des questions simples que je vous ai posées. Est-ce que ça s'applique à moi? Est-ce que je sais de quoi on parle? Est-ce que je peux voir si ça s'adapte? C'est des questions simples. C'est juste, à un moment donné, il faut se poser la question. Vous savez, je vous ai parlé de minimalisme. Je vous ai parlé du fait que j'avais que 2 pulls et c'est pas un hasard si c'est un des 2 qui est encore trop sur ma photo. Sauf qu'en fait, ce que je vous dis pas là-dedans, c'est que le minimalisme, c'est surtout une question de choix. C'est une question de ouais, en fait, je choisis une partie de mes combats et puis au fur et à mesure, j'essaie de m'améliorer. Pour ceux qui connaissent un peu le craftsmanship, c'est un peu la même veine. On essaie de partir de là où on est, on essaie de faire un peu mieux tous les jours, et puis un jour, on s'améliorera. J'ai 2 pulls, mais par contre, j'ai 25 liquides de vape dans mon sac. Je dois avoir 40 bouteilles de rhum à la maison. Ça ne me choque pas. Il faut savoir choisir ses combats. Bon, conduire... Bref. Globalement, pareil. Je ne veux pas donner l'impression que quand je vous dis attention, c'est pas parce qu'il y a un nouveau framework qu'il faut aller l'essayer. On fait attention, pas la fast fashion, pas la fast techno, ok. Je suis pas en train de vous dire que le COBOL c'est la mort. Enfin que COBOL c'est trop cool et puis il faudrait qu'on fasse tout en COBOL. Je sais, je suis peut-être pas à la dernière mode, mais je ressemble pas à un sac. Et bon, après ça c'est relatif, il y en a peut-être qui auront des choses à me redire. Mais l'idée c'est, ouais, peut-être que ça vaut le coup de regarder les nouveautés. C'est juste qu'il faut pouvoir faire un choix conscient. Je sais notamment que le fait d'avoir quelque chose qui est simple et qui ne change pas tous les jours, ça veut dire aussi que au bout de 3 ans, comme on... Ah. J'ai sauté une slide. Au bout de 3 ans, quand mon jean est troué, je peux changer de style. De la même manière, nos applis, vous savez comment ça fonctionne. 5-10 ans plus tard, elles sont trouées. Sauf à faire du refactoring en permanence, à les réparer, etc. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on refuse la notion de ok, je vais pas changer de framework tous les 6 mois, je vais pas changer de techno tous les ans. C'est pas parce qu'on refuse ce choix-là que ça veut dire qu'on ne doit plus évoluer. C'est toujours important justement de garder ce juste milieu entre les deux. Par exemple, les SPA aussi ont le droit d'exister. Safe aussi, non pardon. Je vais finir du coup avec une citation de Confucius. C'est que globalement, quand on se rend compte qu'on fait une erreur, le fait de s'en rendre compte et le fait de la transformer, c'est déjà une victoire. C'est une victoire qui est super importante parce qu'en fait, la première étape pour le changement, c'est d'abord de se rendre compte, de faire son auto-analyse et de dire « Ok, là, il y a un truc qui ne va pas ». Le vrai problème, c'est quand on choisit de ne pas le changer. Est-ce que vous avez des questions? Merci. Si vous n'avez pas de questions, j'ai des slides bonus, mais je suis ouvert aux questions. On a pas mal de minutes devant nous si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Ouais. Sinon, je sors les slides bonus et on survivra. Très bien. Je vois pas de main levée pour l'instant. Ah, si. J'y vais, Johan, j'y vais.
Ok, ça marche. La première est toujours longue. Et au fait, juste pour détendre tout le monde sur les questions, je prétends pas avoir la science infuse. S'il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse, c'est très bien. Merci pour le talk, hyper intéressant. Tu parlais de changer l'entreprise. Est-ce que tu as des pistes? Ouais. En fait, aujourd'hui, j'ai fait exprès de ne pas le dire à l'oral, mais je suis content qu'il y ait quelqu'un qui l'ait vu. Aujourd'hui, il faut savoir que, contrairement à ce qui se passait en 2008, par exemple, 2008-2010, ou voire même juste après 2000, il y a une grosse pression sur les embauches. Et quand je dis changer d'entreprise, je ne pars pas du principe que ça doit être quelque chose de systématique. C'est juste qu'il y a un moment donné où, après avoir fait son combat là où on est, ça vaut peut-être le coup de se dire peut-être que le combat, je ne peux pas le mener là où je suis, parce que pas écouté, parce que plein de raisons. Si vous avez fait tout ce que vous pouviez et qu'à un moment donné, on n'a plus la possibilité de changer les choses localement, peut-être qu'aller dans une entreprise dont la culture est différente, ça peut changer les choses. Là où j'insiste sur la culture, c'est que, j'en ai parlé un peu plus tôt, le premier moteur du changement, en fait, ça va forcément être la culture. C'est-à-dire comment est-ce que les gens sont en termes de mindset, comment est-ce qu'ils veulent fonctionner, comment est-ce qu'ils veulent faire évoluer l'entreprise. La question de la culture, pour moi, c'est super important, et c'est pour ça que, typiquement, la première question que je pose toujours, alors maintenant ça fait un peu de temps, mais quand j'ai un entretien, c'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous poussez? Et derrière, je repose la question à des gens qui sont réellement dans l'entreprise quand les entretiens suivants arrivent. Pour moi, c'est super important parce que, typiquement, je vais encore parler de moi et puis peut-être que d'autres s'en inspireront. Pour moi, en fait, la question qui est la plus importante, c'est de dire est-ce que ce que je vais proposer, ça a du sens? Est-ce que, en termes de comment est-ce qu'on fonctionne dans l'entreprise, ça peut fonctionner ensemble? Avoir une culture commune, avoir en tout cas une volonté commune d'aller dans un sens, c'est super important. Et c'est pour ça que, pour moi, typiquement, quand on cherche à aller ailleurs, ça ne sert à rien de chercher à aller ailleurs juste pour aller ailleurs. Il faut aller ailleurs en cherchant à améliorer les choses. Et améliorer les choses, c'est avant tout de voir, ok, est-ce qu'on est dans un système où les équipes sont capables de prendre des décisions par elles-mêmes? Est-ce qu'on est dans un système où je sais pas, ils font plus du COBOL parce qu'ils ont compris enfin qu'il y a moyen d'aller plus vite, etc. Est-ce que ça répond à la question ou pas? J'ai cru voir un oui. Oui, on a eu le pouce en l'air. Ouais, vous êtes juste en dessous du projo, alors je fais du mieux. Oui, j'arrive. Alors du coup, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand tu poses la question à une entreprise, c'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce qui, pour toi, serait un ou des red flags comme réponse à cette question? Le premier red flag, c'est... Et en fait, déjà rien que ça, c'est le plus gros red flag. Parce qu'en général, quand il y a des valeurs d'entreprise, c'est quelque chose qui est connu. C'est quelque chose qui est, en tout cas, distribué. Si quelqu'un dit bon, c'est à peu près ça, j'ai plus les termes exacts, je vais vérifier. Voilà, on peut s'arranger, tu vois. Enfin, voilà. Mais le côté voilà, en général, c'est le plus gros red flag que j'ai. Parce qu'en fait, ça signifie qu'il n'y a pas une volonté globale d'aller dans un sens. Après, tu peux avoir des entreprises qui sont super bien, qui n'ont pas encore réfléchi à la notion de valeur. Je pense typiquement aux entreprises qui sont un peu petites, parce que souvent, c'est des choses dont on parle un peu plus tard dans le cycle de vie d'une entreprise. Mais globalement, tu poses la question, c'est quoi vos valeurs à un mec qui est fondateur de start-up, il y a 10 personnes dans la boîte, il va te dire vers où est-ce qu'il veut emmener la boîte, tu vois. Donc il y aura forcément une discussion qui va s'engager, il y aura un discours sur finalement qu'est-ce qu'on fait ensemble. Est-ce qu'on est... parce qu'il ne faut pas oublier qu'un entretien d'embauche, c'est pas que nous qui essayons de nous vendre. Enfin, en tout cas, la dynamique n'est plus celle-là aujourd'hui. C'est ça, ça va dans les deux sens. Donc pour moi, c'est surtout ça le red flag. Et puis après, il va y avoir la question de est-ce que les valeurs sont en accord avec les miennes. Typiquement, une entreprise qui me dit
Moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Je sais pas comment, mais je veux gagner de l'argent. C'est pas ce qui va m'intéresser. Ça peut intéresser d'autres personnes. Mais c'est une question de valeur. Après, chacun a ses valeurs, et puis on essaie de les faire matcher ensemble. Mais au moins, si on sait où on va, on a plus de chances de savoir si ça nous plaît. Alors, j'arrête pas de faire crisser le micro avec ma barbe. On a un petit peu moins de 7 minutes, si jamais tes slides passent, tes slides Yes. bonus. Ça, c'est un truc que j'aime bien raconter. Typiquement, c'est vachement intéressant pour les gens qui font du Scrum But. Est-ce que vous connaissez la différence fondamentale d'intelligence entre les grands singes et les humains? La différence fondamentale d'intelligence entre les grands singes et les humains, enfin grands singes et les chimpanzés sont plus petits que les gorilles, mais on se comprend. Ce qui fait qu'on peut être humain, enfin ce qui différencie fondamentalement les humains des grands singes, c'est le nombre d'objets ou de concepts qu'on est capable d'avoir en tête en même temps. C'est super intéressant parce qu'en fait, typiquement, un grand singe ne pourra avoir que 3 concepts en même temps. Genre bâton, chenille, manger. Voilà. Ça peut être un peu plus compliqué, du genre je sais que ce gorille veut demander au dresseur de me nourrir. 3 concepts, 3 personnes. Les humains, quand ils sont au top de leur forme, c'est 7. Donc, voilà, je sais que lui veut parler à un tel de mariage, de machin, etc. Pareil, on va pouvoir concevoir des choses du genre un schéma d'architecture, jusqu'à 7, on le comprend très très bien. Qu'est-ce qui se passe quand on a 8 personnes dans un daily? Quand on a 8 personnes dans un daily, mécaniquement, ça veut dire qu'on ne peut pas écouter tout le monde. Et on n'est pas en train de dire ah, les gens ils font pas d'efforts, etc. On est en train de dire on est sur une limite mécanique du cerveau humain. Ça, c'est partant du principe que les humains sont en forme. Qu'est-ce qui se passe le matin quand le daily est là pour vérifier que tout le monde est présent, que le café n'est pas encore dans le système? Bah, globalement, la 3e personne, vous écoutez plus rien. Je parle de ça pourquoi? Parce que j'entends plein de gens qui me disent ah, on fait du Scrum, c'est vachement bien, le Scrum, c'est trop cool, le Scrum, on fait nos estimations, notre poker planning, etc. La première question que je pose en général, c'est ok, les sprint goals, vous les faites comment? Les quoi? Et en fait, ça c'est typique de gens qui n'ont pas forcément lu le Scrum Guide, de gens qui ne savent pas de quoi ça parle le Scrum, et notamment que la concentration sur un seul sujet, c'est un des piliers du système. C'est classique, typiquement de ce que je vous expliquais plus tôt sur comment les méthodologies se déferlent sur le monde et puis sont répétées et puis complètement abusées. C'est qu'en fait, littéralement, si vous regardez tous les événements qui existent en Scrum, il n'y en a aucun, à part la rétrospective, mais il n'y en a aucun autre qui fonctionne si le sprint goal n'est pas là. Un daily où il y a plus de 3 intervenants, c'est mort. Alors on sait qu'une équipe Scrum, ça commence à 3. Un sprint planning où il n'y a pas d'objectif commun, ça veut dire que votre sprint planning, classiquement, il fait 4 heures pour 2 heures de sprint, et à la fin, vous n'avez rien compris. C'est pas un hasard. C'est parce que c'est quelque chose qui est basé sur l'empirisme à la base. Scrum, c'est construit par des gens qui ont dit « Ok, on va essayer un truc, ça marche pas, on le change. » Scrum, mais il y a plein d'autres méthodologies qui fonctionnent comme ça, qui sont basées sur l'empirisme. Et ce que nous disent ces gens, c'est globalement, si on fait plusieurs trucs à la fois, on ne les comprend pas. Vous connaissez peut-être Joel Spolsky. C'est le monsieur qui a fait le test de Joël. Bon, c'était quelque chose qui était connu à une époque. C'est un monsieur qui disait que globalement, le multithreading humain, c'est la pire des choses qui puissent exister. Parce que globalement, quand on est sur un projet qui est complexe, qu'il faut vraiment rentrer dedans, bah en fait, réussir à rentrer dedans, ça prend un paquet de temps. Son expérience à lui, c'est 6 heures pour rentrer dans un projet à fond. Vous imaginez, vous faites 3 tâches à la fois, bon courage pour entrer ça dans une journée de travail. Les études les plus conservatrices disent entre 20 et 45 minutes.
pour réussir à se mettre vraiment à fond sur un sujet. Même concept. Si vous avez 3 sujets à la fois et qu'il faut être capable de travailler sur les 3 dans la journée, mécaniquement, vous perdez 1h30 parce que vous avez changé 2 fois de sujet. Si en plus de ça, on ajoute le fait qu'il y a un de vos collègues qui travaille sur un sujet qui est différent, s'il vient vous poker pour une question et qu'il faut que vous compreniez son truc et qu'à la fin vous reveniez vers votre sujet, bravo, vous avez perdu 25 minutes de plus. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas un hasard si la méthodologie a été construite comme ça. C'est pas arrivé là au pif, c'est pas des gens qui se sont dit « Ah ouais, bah non, on va refuser tout ce qui n'est pas dans un truc commun ». Non, c'est des gens qui l'ont conçu parce qu'ils avaient un problème. Ce problème-là, ils ont essayé de le résoudre. Si vous ne comprenez pas le problème à la base, que vous ne comprenez pas la manière de le résoudre entre-temps, vous vous retrouvez comme des singes, le lundi matin, à avoir 8 personnes qui parlent de trucs, et déjà la deuxième, vous n'avez rien compris. C'est critique de réussir à se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? C'est tout pour moi. Et donc je serai là sur la fin de la conférence si vous avez des trucs à me dire. Si vous voulez me roast en direct plutôt que sur les réseaux sociaux, c'est plus rigolo. Et sinon, si vous voulez me retrouver, comme j'habite pas à Rouen, les infos sont là. Merci Arthur.